Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle traduction de Candace Owens du 31 octobre 2025. Encore une fois, je n'ai aucun parti pris, je traduis pour comprendre cette histoire. Bon visionnage. Très bien, les amis. Eh bien, si Halloween est votre truc, alors j'ai vraiment une histoire effrayante à vous raconter. Et c'est effrayant parce que ce n'est pas de la fiction, d'accord? C'est la vraie vie, l'assassinat de mon ami Charlie Kirk. Je crois que nous sommes maintenant extrêmement proches de résoudre cette affaire. Je pense qu'après cet épisode, vous allez reconnaître qu'il existe une preuve irréfutable qu'il y avait, en fait, des acteurs étrangers impliqués. Et bien sûr, cela implique que notre gouvernement est au courant. Notre gouvernement le sait parfaitement. Nous le ressentions déjà ainsi. Alors, replongeons-nous tout de suite dans cet épisode improvisé. Bienvenue à nouveau sur Candice. D'accord, je veux commencer en vous disant que je suis complètement épuisée. Je suis restée éveillée toute la nuit en réalisant ce sur quoi nous étions soudainement sur le point de tomber. C'est arrivé par hasard. Je ne dirais même pas que c'était accidentel. Évidemment, c'est devenu mon obsession depuis que nous avons tous vu Charlie Kirk se faire exécuter devant le monde entier. Et puis beaucoup de gens mentent à ce sujet. Et beaucoup de personnes qui n'agissaient pas normalement ou ne faisaient pas leur deuil correctement alors qu'elles étaient ses plus proches camarades et partenaires d'affaires. Et soyons francs, à mesure que je me rapproche de plus en plus de la vérité, il faut reconnaître que c'est quelque chose de plutôt dangereux. Et ma théorie maintenant, j'en suis convaincue. J'affirme que Charlie Kirk a été éliminé par quelque chose de bien plus grand que l'organisation Turning Point USA qu'il dirigeait, et certainement bien plus grand que Tyler Robinson sur le toit du Losi, qui, à mon avis, n'y était même pas. Je ne pense même pas qu'il ait mis un pied sur le campus ce jour-là. Et je pense qu'une autre chose que je devrais mentionner, c'est à quel point c'est profondément triste. On peut déjà réfléchir à quel point il est triste qu'il y ait autant de gens dans le monde qui en soient convaincus. Ils m'ont envoyé des emails. J'ai reçu, une quantité incroyable d'emails de personnes convaincues que Charlie est en réalité toujours en vie, n'est-ce pas? Et ce n'est pas triste parce que ces gens sont fous. En réalité, ils réagissent au manque d'émotion et au manque de volonté de la part de Turning Point USA pour découvrir qui l'a tué. C'est à cela que correspond leur réaction. Ils en arrivent à la conclusion que d'accord, c'est tellement peu naturel, la réaction de ces personnes qui lui étaient si proches, que la conclusion la plus logique et sensée, c'est qu'ils savent en réalité où est Charlie et qu'il est parfaitement vivant. Oui, c'est à quel point leur comportement est absurde. Passez à autre chose. N'allez tout simplement pas à Turning Point USA. C'est ce que Charlie aurait voulu. Et c'est ça son héritage. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous en direct un vendredi? J'avais abandonné les vendredis, mais c'est tellement pertinent par rapport à ce qui se passe. Et je voulais diffuser cette information pour que tous ceux dans le monde qui m'aident à enquêter puissent profiter du week-end pour faire des recherches. Et nous pouvons partager les informations. La réponse à l'agence centrale de renseignement, comme nous l'avons dit, c'est l'agence de renseignement décentralisée. Nous devons nous décentraliser pour nous débrancher de ce système totalement démoniaque. Bref, ce qui s'est passé hier, évidemment, j'ai fait l'émission et je suis revenue sur l'avion militaire égyptien. J'en avais simplement tweeté alors que j'étais dans le Wyoming, en le remarquant évidemment. Ce n'était pas normal que cet avion militaire égyptien, soit parti le matin de l'assassinat de Charlie. Maintenant, j'ai fait l'erreur de penser qu'il était parti l'après-midi et la réaction à cela, c'est comme ça qu'on sait toujours. Le problème, c'est qu'ils surréagissent à quelque chose et ensuite les robots militaires en font un sujet viral. Impossible que ce soit devenu tendance. Ce type me corrige sur le timing. Et il le tweet. Et puis, hop, ça devient tendance. L'histoire de l'avion égyptien démenti. Elle n'a pas été démentie. Je te l'ai montré hier. OK, grâce à une personne très courageuse, un étranger en fait, qui m'a informé que les personnes arrivées dans cet avion n'étaient pas celles qui en sont reparties. Alors, où sont-ils allés? Ils estimaient qu'il y avait environ 18 personnes dans l'avion à l'aller et beaucoup moins au retour. Où sont passées ces personnes? Je sais quoi? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Comme vous le savez, parce que je compte sur vous pour les informations, je suis reconnaissant d'avoir une plateforme, mais je n'existe pas sans vous. Je vérifie toujours les commentaires pour voir si j'ai dit quelque chose de faux, si j'ai fait une erreur ou s'il y a quelque chose que j'ai manqué. Et quelqu'un que j'ai eu la chance de remarquer a laissé un commentaire en direct juste après l'émission. Je regardais vos commentaires et il a dit « Oh Candice, cet avion dont on a parlé, le numéro d'immatriculation SUBTT. Juste pour que tu saches, environ 1 an plus tôt, cet avion était dans l'Utah en même temps que Charlie Kirk en 2024.
Je me suis dit, oh, c'est assez ironique si c'est vrai, mais c'est vrai. Je me suis dit, c'est probablement pas vrai. Sauf que, en fait, c'était vrai. Alors, j'ai commencé hier soir et je me suis dit, OK, c'était peut-être une coïncidence. Laisse-moi, en fait, puisque je t'ai présenté cette chronologie, vérifier à chaque fois que je suis venue en Amérique si c'était toujours à proximité. Charlie Kirk, si c'était le cas, ou si c'était toujours près d'un grand événement à Turning Point, si quelque chose se passait avec Turning Point. Et la réponse, les gars, si vous pensiez qu'une fois c'était peut-être, 2 fois c'était une coïncidence. 3 fois, là on a un complot. On en est à presque chaque fois qu'on peut remonter dans le temps, et ce n'est évidemment pas fini. Il se passait toujours quelque chose à Turning Point USA qui était voisin, d'accord, dans la même ville. Donc je vais vous faire parcourir cette chronologie. C'est tellement choquant pour moi. Et j'ai coordonné cette chronologie par couleur. Je suis sûre qu'il va y avoir quelques erreurs. Repérez-les, les sionistes. Allez-y à fond. Faites-en une tendance. Pour le reste d'entre nous, dites-moi s'il y a de légers ajustements à faire. Mais je pense qu'on a fait un travail assez approfondi. Donc, je vais vous expliquer ce que vous regardez, d'accord? Numéro de queue, il y a en fait 2 avions égyptiens parce que quelqu'un d'autre m'a dit « Hey Candace, il y avait un autre avion égyptien qui est parti 3 heures après, un avion militaire égyptien, c'est-à-dire 3 heures après. Charlie a été assassiné à Provo, dans l'Utah. Et ce numéro de queue est SUBND. Et vous devriez jeter un œil à cela. Et je me suis dit, bah d'accord, je vais regarder ça. Peut-être que c'est là que sont allés le reste des passagers. Peut-être que le sous-marin vide est parti le matin, 3 heures après l'assassinat de Charlie, ou peut-être le lendemain, 3 jours après, Marcus, corrigez-moi, 3 jours après l'assassinat de Charlie. C'est à ce moment-là que le reste de l'équipage égyptien, qui que ce soit qui se trouvait à bord, est parti. Provo. Nous avons donc 2 numéros de queue et ils seront associés à une couleur différente pour vous faciliter la tâche, d'accord? Numéro de queue SUBND, c'est un Gulfstream 4. Il transporte environ 12 à 16 passagers. Et le numéro de queue SUBTT, ce sera notre principal, c'est notre Falcon 7X. Lui aussi peut transporter environ 12 à 16 passagers. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne voyagent pas tout le temps en jet privé, le numéro de queue, en gros, la meilleure façon de le voir, c'est comme un avion public. On dira American Airlines dessus, non? Pour que les systèmes sachent comment les avions se déplacent dans le ciel, ils doivent en quelque sorte leur attribuer une plaque d'immatriculation dans le ciel, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Donc, le numéro de queue est une plaque d'immatriculation unique qui s'appelle littéralement le numéro de queue parce qu'il est inscrit sur la queue de l'avion. D'accord? On va commencer avec ça et je vais vous montrer. Je vous montre ça simplement parce que en 2022, comme vous pouvez le voir, je n'ai pris aucune note à ce sujet parce que je ne suis pas encore remontée aussi loin, mais ce sont les 4 fois où BTT, donc ils sont tous les 2 SU, où BTT était ici en 2022. C'est la date la plus ancienne à laquelle on peut remonter sur Flight Radar. Maintenant, nous allons passer à 2023 et j'ai inclus des notes qui, selon moi, pourraient être pertinentes pour l'histoire. Donc, en 2023, Charlie Kirk, je suis remontée sur son fil X et il tape fort sur l'Ukraine. Je veux dire, il publie des photos de Zelensky à moitié nu parce que, vous savez, il était acteur avant. Évidemment, c'est un homme homosexuel. Il exige en gros continuer comme ça tout le temps, les gars. Je veux qu'il puisse regarder tout ça. Il exige en gros qu'on se retire de la guerre en Ukraine. Il accuse l'Ukraine et Zelensky de corruption, de fraude financière, de blanchiment d'argent. Si on remonte, il a en quelque sorte déclaré la guerre à la guerre en Ukraine, au sens figuré. OK, et il n'est pas du côté de l'Ukraine. Il n'est pas pro-Russie, mais il n'est pas non plus dans le camp de l'Ukraine. Je pense que c'est pertinent, évidemment, parce que, oui, quand on parle de blanchiment d'argent autour de l'Ukraine et de la Roumanie, on marche en fait sur les plates-bandes de l'Amérique. C'est ça. C'est vraiment le cas. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement dire quand on dirige une organisation pro-américaine, étant donné que ces personnes dirigent notre gouvernement. Le 10 et le 19 janvier, je vais aussi dire que je pense que c'est pertinent. Rob McCoy organise la toute première tournée des pasteurs de Turning Point USA Faith en Israël. Il guide un groupe de pasteurs à travers Jérusalem le 20 février. Je pense que cela pourrait être pertinent parce que ce sont les mêmes personnes qui ont infiltré ou pris le contrôle de manière hostile James O'Keefe, qui était impliqué avec Turning Point USA. James O'Keefe est ou était le fondateur et le président de Project Veritas. Et lui, Charlie et moi-même, nous sommes tous rencontrés en même temps en novembre lors de cet événement du David Horowitz Freedom Center dont je vous parlais.
James O'Keefe était très jeune. Nous avons grandi ensemble dans ce mouvement et avons toujours été protecteurs les uns des autres. Le 20 janvier, il y a eu ce qui semble être une prise de contrôle hostile de Project Veritas, du moins pour le public. James O'Keefe se fait évincer. Il est évincé du conseil d'administration de sa propre entreprise et Charlie annonce publiquement son soutien à ce qu'il perçoit, comme le reste du monde, comme une sorte de prise de contrôle hostile. D'accord? Le 21 février, nous avons maintenant BND. D'accord? Il atterrit à St. Louis, dans le Missouri, et il atterrit à 14h38 et il va rester jusqu'en mai. Le bleu que vous allez voir reste plus longtemps quand il arrive, puis le jaune viendra derrière lui. BTT viendra derrière lui, d'accord? Le 25 février, BTT arrive. Et BTT, encore une fois, ils volent tous les deux depuis le Caire à chaque fois, généralement via Paris, puis il atterrit à St. Louis, dans le Missouri. Et cela est pertinent parce que le 27 février, cette personne dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, nommée Sean Feucht, j'espère que je prononce bien, Sean Feucht est annoncé comme contributeur de Turning Point USA Faith. Maintenant, ce type est en partenariat avec Rob McCoy encore aujourd'hui et jusqu'à ce jour chez Turning Point USA. Il fait des choses pour Turning Point USA Faith. Et c'est aussi pertinent parce que, d'après tout le monde, ce type est un escroc. Et ce que je veux dire, c'est que des gens se sont manifestés en disant que l'argent semblait louche avec ce gars-là. Ce n'est pas un vrai chrétien. Il a fait face à des accusations de fraude, de détournement de fonds. Je vous dresse un portrait. Mais pour rester sur ce sujet de Sean Feucht, j'ai dû en fait faire des recherches sur lui. Et j'ai vu dans sa biographie, sur Wikipédia d'ailleurs. Alors voilà, je n'ai absolument pas fait de recherche approfondie sur lui, mais je me suis dit, ce nom me dit quelque chose. Et je reconnais ce nom car de nombreuses personnes nous ont envoyé des courriels après l'assassinat de Charlie. Et ils pensaient que c'était Sean Feucht qui était debout et qui applaudissait. États-Unis, États-Unis. Et je crois qu'il a fait une vidéo pour le nier, mais c'est la seule façon dont j'ai eu connaissance de ce nom. Alors, regardez sa biographie et elle nous dit que il est né dans le Montana. C'est le fils d'un dermatologue. Ce dermatologue n'est pas nommé. Il est, bien sûr, un sioniste chrétien, les gars, c'est évident. Mais il a grandi en jouant de la musique dans une église de la Nouvelle Réforme apostolique. D'accord. Nouvelle Réforme apostolique. À partir de maintenant, nous allons appeler ça NAR, N-A-R. D'accord. Et il consignait les prières et les prophéties qui étaient formulées et qui avaient eu un impact. Feucht. Il est dit que pendant son enfance, d'accord, il participait au rassemblement de prières de l'apôtre Chez de NAR. Cela nous le dit, d'accord. Le fait est qu'il est impliqué dans la NAR. La raison pour laquelle je vous dis cela, c'est qu'il y a une utilisatrice de Twitter, une ancienne utilisatrice nommée Melissa. Elle se fait appeler Mel et utilise le pseudonyme de la folle du village. Elle et moi avons discuté parce qu'on sait tout de suite quand quelqu'un est authentique. Et je l'observais et je me disais, d'accord, elle est dans le vrai, elle est comme moi. C'est une maman. On ne plaisante pas avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et elle dénonce les gens à droite et à gauche. Elle n'est pas pro-Israël. Elle est aussi catholique. Et quand on a parlé de cette histoire de Turning Point, elle m'a demandé, tu connais la NAR? Et j'ai dit, non Mel, je ne connais pas la NAR. C'est quoi la NAR? Elle m'a dit, je me penche là-dessus. Je creuse cette histoire de NAR, il y a quelque chose là-dessous. Si on commence à parler de Rob McCoy, il se passe quelque chose ici. Donc, elle s'enfonce dedans. Dans le terrier de la NAR, au sens figuré, si vous ne savez pas qui elle est, vous devriez la suivre. Je lui ai dit d'épingler tout ce qu'elle a appris sur la NAR en haut de son profil aujourd'hui. C'est la folle du village, ça. Mais ça, c'est l'introduction. Donc, la NAR va d'une manière ou d'une autre être pertinente. Encore une fois, nous en sommes au tout début de cette enquête. Revenons à notre chronologie ici, d'accord? Donc, il a été annoncé qu'il allait prendre la tête. Rob McCoy est évidemment maintenant le coprésident de TEP-USA Faith. Il fait entrer Sean Feucht, vraisemblablement. Et le 28 février, Sean Feucht a annoncé qu'il allait diriger la tournée Kingdom of the Capital. Il devient ainsi le visage de ce tournant, tourné 2 fois aux États-Unis. Donc, et bien sûr, le premier événement qu'ils organisent, comme je viens de vous le mentionner, c'est que l'avion arrive à St. Louis, Missouri. Et comme prévu, Sean Feucht est là. La confiance en TPUS est bien présente. Ils sont au Capitole et ils organisent cet événement. D'accord. Tellement intéressant. Je me suis dit, OK, c'est plutôt intéressant. Continuons.
Maintenant, je vais juste faire défiler ça parce que c'est ma première chronologie, parce que ça va continuer à se développer. Partout où Charlie prend la parole, prenons l'exemple du 24 mars 2027. Je vais vous dire pourquoi cela m'intéresse. Turning Point USA organise son tout premier sommet des pasteurs de la foi. J'ai mal orthographié ça. Là-bas, le sommet des pasteurs de la foi, et il se tient à Nashville avec la participation de Rob McCoy. Et voilà que pendant qu'ils sont là, il y a une fusillade trans traumatisante, dans laquelle les fédéraux procèdent à une dissimulation concernant... D'accord, vous vous souvenez de cette fusillade? Parce que cela s'est produit dans une école primaire chrétienne. C'était dans une école primaire chrétienne. Ça a été incroyablement traumatisant pour nous tous qui vivons ici et doublement traumatisant non seulement parce que nous avons des enfants, mais aussi parce qu'on n'a eu aucune réponse. Ils voulaient juste étouffer l'affaire. C'est juste une personne transfolle, rien d'autre à voir ici. Au revoir. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que Rob McCoy a quelque chose. Je dirais que c'est une malchance terrible, parce qu'il était là quand cette fusillade trans a eu lieu. Évidemment, il est très proche de Charlie Kirk quand sa fusillade a lieu. Il dit « J'étais son pasteur ». Mais aussi, j'avais reçu une information selon laquelle Rob McCoy, qui vient de Thousand Oaks, un endroit qui se trouve être très corrompu, était très impliqué dans une fusillade qui a eu lieu en 2018. Quand je dis impliqué, je devrais reformuler. Je ne veux pas dire qu'il a tiré sur quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est qu'il était le pasteur à proximité lors de la fusillade de Thousand Oaks qui a eu lieu dans un bar, où un vétéran a ouvert le feu dans un bar. Skylar, tu peux chercher ça? Parce que je ne me souviens même plus des détails. Nous avons reçu un email et il disait qu'il était très proche de la mère du tireur. Le tireur était un vétéran. Ils ont tué 2 anciens Marines, ainsi que, on dirait, des passants dans ce bar. C'était dans quel bar? Quelque chose, Bar and Grill. Je vais chercher dans une seconde si tu ne trouves pas rapidement. 2018, donnez-moi une seconde, les gars. Je veux juste m'assurer qu'on a les faits sur la date à laquelle c'est arrivé. 2018, la fusillade de Thousand Oaks. Je ne t'entends pas si tu parles dans mon oreille, mais oui, il y a eu une fusillade ici au Borderline Bar, d'accord? C'était le 7 novembre 2018. Un ancien mitrailleur des Marines, d'accord, ouvre le feu sur les clients du Borderline Bar and Grill. Il tue 11 clients puis se donne la mort. Et puis, quand on apprend qui sont les victimes, il y a d'autres Marines et des vétérans parmi elles. Donc, je commence à avoir le sentiment, d'ailleurs, et je ne sais pas pour vous, mais ce sont les réflexions de Candace, que peut-être ces fusillades soi-disant aléatoires, qui sont immédiatement étouffées, mais impliquent toujours un vétéran de l'armée, ne sont en fait pas si aléatoires. Et peut-être que l'armée y est impliquée. Comme s'il y avait une cible à l'intérieur. Bon, c'est une transition. Pour revenir à Rob McCoy et à sa malchance, cette personne m'a dit qu'il connaissait la mère du tireur. Il était son pasteur ou quelque chose comme ça, je corrigerai si besoin, mais il s'est aussi rapproché de la famille de la victime, et la famille de la victime s'est fâchée contre lui. Bref, gardez ça dans un coin de votre tête. Je me suis juste dit que je devais le mentionner comme quoi il a vraiment de la chance ou plutôt de la malchance, d'accord? Le 27 mars, comme je l'ai dit, c'est le jour où a eu lieu cette fusillade dans la tranchée à l'école primaire Covenant à Nashville. Et ensuite, on revient à notre chronologie. Vous pouvez voir que le 1er avril, nous avons cet avion. On va l'appeler l'avion jaune pour les besoins de cette chronologie, l'avion jaune. Il vole du Caire, toujours via Paris, vers Saint-Louis à nouveau, et il atterrit dans le Missouri. Et devinez quoi? Le 2 avril, TPUS Faith, coprésidé par Rob McCoy, lance sa tournée avec un événement dirigé par Sean Foy à Jefferson City, Missouri, le lendemain même, pendant que cet avion est ici. Très bien, continuons. D'accord. Le 6 avril, il part et traverse toujours le Delaware lorsqu'il part et retourne au Caire. D'accord, maintenant, je note simplement ici pour vous, encore une fois, d'autres endroits où Charlie se trouve, où il est, parce que je sais que cela va s'intégrer dans ma chronologie. Vous savez, je regarde et Sean Foy est en Israël, en lien avec d'autres activités liées à la foi. Je ne sais pas si Turning Point sponsorise ce voyage ou non. C'est pour ça que j'ai mis une note à ce sujet. Charlie, à ce moment-là, prend la parole à Sacramento le 13 avril. L'avion jaune arrive de nouveau. Cette fois, il vole du Caire au Kansas. Et le 23 avril, Sean Foyt dirige le TPUSA Faith Kingdom pour l'événement Capitol Tour qui a lieu à Topeka, au Kansas. Donc, j'ai une question.
Comment est-il arrivé ici depuis Israël? Est-ce qu'il a atterri à Wichita la veille, puis fait le très court trajet en voiture pour participer à son événement? Je ne sais pas, mais je l'inclus quand même, parce que, encore une fois, nous avons cet avion ici. Et nous avons un autre événement TPUSA Faith qui se déroule juste à côté. Il faut, je pense, un peu moins de 2 heures pour aller de Wichita, Kansas à Topeka, où le TPUSA Faith Kingdom du Capitol Tour continue. D'accord. Le 3 avril, BND est ici en train de faire, il effectue un vol d'essai. Je crois que j'ai peut-être laissé tomber ce truc bleu. Oh oui, il a été là tout le temps. C'est ça. Cet avion reste ici longtemps. Donc, il est ici depuis le 21 février et ensuite, il va partir. Il s'en va juste le 9 mai, d'accord? Ça va clore 2023. Littéralement, à chaque fois que cet avion est ici, je peux associer un événement TPUSA Faith qui a lieu. C'est quand même une sacrée coïncidence, non? Le 9 février. Nous passons maintenant à 2024. En fait, je suppose qu'on va commencer par janvier. Le 3 janvier 2024, Mickey McCoy est promu chef de cabinet de Turning Point USA. J'ai l'email interne, donc c'est un fait. Il obtient la promotion. Et maintenant, on peut voir, je suppose, que les McCoy sont beaucoup plus impliqués dans Turning Point USA. Je ne les connaissais pas. Donc, ça doit être l'année où ils se sont vraiment impliqués, parce que je vais faire mon dernier discours pour eux en juin 2024. Quoi qu'il en soit, il est promu chef de cabinet. Et puis, le 8 février, la tournée universitaire de Charlie est annoncée publiquement. Je la fais avec lui. Le 9 février, notre avion arrive. Notre avion militaire égyptien arrive. Cette fois, il se dirige vers le Nebraska. Il atterrit dans le Nebraska, puis vole directement vers Lincoln, Nebraska. Il atterrit à Omaha, puis vole directement vers Lincoln. Et il reste à Lincoln pendant 5 jours mystérieux. Là, je me creuse la tête. Je n'ai rien trouvé concernant Turning Point, mais je me suis dit, je parie qu'il se passe quelque chose chez Turning Point. À Lincoln, Nebraska, parce que c'est un endroit assez précis pour que cet avion s'y rende. Et voilà que Turning Point USA, le 11 février, pendant que tout cela se passe, lance un chapitre à Lincoln, Nebraska. Je ne plaisante pas. Voici la publication. Alors, pour être clair, parce que des gens vont dire, oh, ils avaient déjà organisé des événements à l'Université du Nebraska. Ils avaient un chapitre régional, ce qui, dans le jargon de Turning Point, signifie que s'il n'y a pas assez d'intérêt dans une certaine zone, ils créent ces chapitres régionaux. Et vous savez, les personnes de cette région qui s'intéressent à Turning Point USA vont travailler pour organiser des événements. Ils n'avaient pas de chapitre spécifique à Lincoln, Nebraska, selon leur propre compte Instagram, comme vous pouvez le voir, jusqu'au 11 février. Ceci est un Instagram de chapitre. Je devrais être clair. Ceci est l'UNL, l'Université du Nebraska à Lincoln, et ils disent que ce sera notre première réunion hebdomadaire. La voici. Et je crois que tu as coupé la fin. Oh, et c'est sur le côté droit. À partir de la semaine prochaine, TPUSA à l'UNL. C'est officiel. Notre première réunion hebdomadaire. D'accord. Le 20 février sur le campus de Nebraska City. C'est ça. C'est ça. J'aimerais savoir si vous êtes un initié de Turning Point USA et que vous regardez cette émission, qui a lancé ce chapitre? C'est très pertinent pour mes recherches en ce moment. Qui a lancé le chapitre de Lincoln, Nebraska? Parce que je n'arrive pas à trouver cette information. J'ai cherché, j'ai essayé de voir qui était la première personne. En général, je pense que pour lancer un chapitre agréé, il faut faire une demande. Donc, il doit bien y avoir des étudiants et peut-être que vous êtes à Lincoln, Nebraska et que vous pouvez vous renseigner. Qui a dit, lançons ce chapitre à Lincoln, Nebraska, tout seul. On ne va plus être régional. J'ai besoin de savoir qui c'est. D'accord. Donc, cela arrive. Et puis, le 14 février, notre avion repart pour le Caire. Et cette fois, BTT quitte le Caire, reste à Wilmington pendant 2 jours, puis repart pour le Caire le 16. Ouais, d'accord. Donc, c'est le 14 février, c'est bien ça? Il revient assez rapidement, vraiment rapidement. Le 29 mars, BTT, notre avion jaune, quitte à nouveau l'Égypte et il revient à Wichita, Kansas. Il atterrit à 14h19 à Wichita, Kansas. Et devine qui était au Kansas cette semaine-là? Je veux dire, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Charlie Kirk donnait une conférence à l'Université du Kansas, d'accord, le 3 avril. Alors, dis-moi quand tu commences à te sentir mal à l'aise et que tu réalises que ce ne sont pas des coïncidences, d'accord? C'est un complot. Cet avion suit Turning Point, USA Faith et Charlie Kirk, ou Charlie Kirk d'ailleurs. Lors de ces événements religieux de TPUSA, il est possible que Charlie ait pris la parole. Je ne le trouve tout simplement pas.
Il est très difficile de rechercher Charlie Kirk en ce moment et de revenir en arrière. Je vais donc continuer à développer cette chronologie, mais vous commencez à comprendre. Continuons. Donc oui, cet avion atterrit ici, et puis j'ai noté ici que le 9 avril, Charlie est à Omaha, dans le Nebraska, où il prend la parole à l'église Lord of Hosts. Donc, il fait en général des activités pour TPU sa faith. Et ensuite, notre avion bleu arrive. Notre avion bleu, souvenez-vous, c'est celui qui, à chaque fois qu'il est là, va rester un petit moment. Et en effet, il reste bien un moment le 19 avril. Il va à Provo. Il arrive du Caire en passant par Paris. Il fait une escale à Salt Lake City, puis continue vers Provo. C'est le 19 avril. D'accord. Et voilà que BTT va alors arriver du Caire via Paris en passant par le Dakota du Nord jusqu'à Provo. Les avions sont ensemble. Encore une fois, vous voyez, ils se retrouvent. Ils se suivent un peu l'un l'autre et qui est dans la région, qui est dans l'Utah au même moment. Bien sûr, Charlie Kirk. Charlie Kirk organise un événement à l'Université de Salt Lake. Désolé, ce n'est pas l'Université de Salt Lake. C'est l'Université de l'Utah à Salt Lake City. Je pense que c'est exact. Donc, il organise un événement à Salt Lake, à l'Université de l'Utah. C'est un événement « Prouve-moi que j'ai tort ». Charlie Kirk est là, bien sûr. Et puis, nous avons ce BTT, c'est notre avion jaune qui part le 28 avril. L'événement de Charlie est terminé, donc nous pouvons passer à autre chose. J'ai aussi noté ici que Charlie a parlé dans le Dakota du Nord, donc il est dans la région. Et puis, le 17 juillet, notre avion bleu va partir, n'est-ce pas? Il est toujours en retard par rapport à notre avion jaune. Maintenant, passons à 2025. C'est l'année où Charlie se fait assassiner, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que fait cet avion. Je ne sais pas qui est dans l'avion. Je sais en revanche que si Tulsi Gabbard ou Joe Kent regardent potentiellement ceci, ou si, comme ils l'ont déclaré ou comme le public l'a compris, ils sont empêchés d'accéder à Kash Patel, vous devriez pouvoir examiner ces vols et voir qui figure sur ces manifestes. Et cela va être extrêmement pertinent. Je vous le dis, cela va être extrêmement pertinent. Et selon moi, ils vont essayer de cacher cela ou de mentir à ce sujet. Et je me demande si ces avions transportaient peut-être des Américains, car cela serait extrêmement pertinent. Bref, passons à 2025 maintenant. Nous allons commencer par le fait que, tout simplement, les avions n'arrivent pas du tout. Au début, c'est juste moi qui note l'emploi du temps de Charlie. Le 23 mai, c'est la première fois qu'un des avions arrive, et c'est l'avion bleu. L'avion bleu reste là et il y reste un moment. Je dirais que pour nous, quand on a regardé ça, ça semblait être un arrêt de maintenance légitime, comme s'ils étaient venus parce qu'il y avait simplement des vols d'essai qui avaient lieu à ce moment-là. Je n'en suis pas certain. Évidemment, on construit cette chronologie, mais l'avion bleu, notre avion Lager, arrive à Provo le 23 mai. D'accord? Nous allons continuer avec cette chronologie. Vous pouvez voir qu'en juin 2025, d'ailleurs, lorsque l'article est sorti, Sean Foy est de manière crédible accusé d'avoir été impliqué dans une fraude et un détournement de fonds. Il y a plusieurs organisations qui s'unissent pour dire qu'il est immoral, qu'il est contraire à l'éthique, qu'il a des activités financières douteuses, qu'il a déformé la réalité de ses activités ministérielles. Il l'accuse de sollicitations financières incessantes mêlées à de grands projets, ce qui a conduit à des gains financiers incommensurables et à un flux constant de travail non rémunéré de la part des bénévoles. Ça commence à sembler un peu familier ici. Et ils affirment qu'il aurait utilisé, et je précise que c'est présumé, je lis cela dans l'article, des cartes de crédit professionnelles à des fins personnelles. Il a détourné des dons vers des comptes personnels. Il a gonflé les prix payés aux fournisseurs. Il utilise les fonds du ministère pour louer sa propre cabane dans le Montana pour la réunion du conseil du ministère. Je veux dire, il y a toutes ces allégations qui viennent de lui. Et d'ailleurs, même des personnes qui ont travaillé auparavant chez Turning Point USA disent la même chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Sean Foyt. Maintenant, malgré tout cela, et cela détaille les nombreuses propriétés qui seraient à son nom, des propriétés très coûteuses, d'ailleurs, il y aura toujours une histoire d'immobilier. Il va presque y avoir un thème immobilier dans ce dont nous allons parler plus tard. Ils expliquent que ce type possède énormément de propriétés. Il fait circuler beaucoup de biens immobiliers. Je trouve ça intéressant. Quand l'argent paraît louche et que vous voyez que des gens possèdent beaucoup de propriétés, vous devriez vous y intéresser. D'accord. Je ne fais aucune accusation contre lui, mais je vais faire des accusations plus générales.
Quand j'ai commencé à gratter cette couche de l'Église mormone, je me suis demandé, est-ce une église ou un empire immobilier? Je n'ai jamais vu autant de transactions immobilières de ma vie. Des gens qui payaient en espèces, qui payaient plus que la valeur du bien. Et moi, quand je vois autant de biens immobiliers achetés en espèces, je m'y connais en blanchiment d'argent. C'est un secteur d'activité porteur, c'est tout ce que je dis. Droite, c'est un secteur d'activité porteur. Et je dois être honnête, ces méga-églises ont un aspect un peu bizarre. D'accord, elles ont l'air un peu bizarres. C'était quoi déjà? Joel Osteen, genre le plombier réparait des toilettes et a trouvé $1 million dans le mur. Tu te souviens de cette histoire? Le pasteur de la méga-église, Joel Osteen, son église. Je crois que c'était ça, il faut que je vérifie. Si tu peux la retrouver, Skylar. Le plombier est là, genre, salut, je viens réparer les toilettes, et il découvre qu'en fait, il y a presque $1 million en liquide dans l'un des murs. Et je crois que Joel Osteen a publié un communiqué en disant « Oh, eh bien, vous savez, nous sommes très surpris de voir ça. C'est vraiment étrange. C'est dans les murs de notre Église. C'est incroyable. Dieu nous a grandement bénis pour avoir soutenu Israël. » Je plaisante, il n'a pas dit ça. Mais je pense que l'excuse qu'il a donnée, la voici, un plombier effectuant des réparations le 10 novembre à la méga-église, blablabla. Il y avait des toilettes mal fixées au mur, nous avons enlevé le carrelage et boum, 500 enveloppes sont tombées du mur. Et je me suis dit, oh, wow. Le plombier a ensuite contacté le service de maintenance. Et l'excuse de Joel Osteen était du genre, nous avions de l'argent qui avait disparu à l'église. Le voilà. Je ne sais pas. Ces pasteurs me font vraiment rire maintenant. C'est comme, je ne sais pas. C'est tellement fou. C'est vraiment fou. Te voilà. Te voilà, $1 million. Je ne t'avais pas vu là. Ça arrive tout le temps. Problème de riche, tu vois? Problème de riche, tellement d'argent qu'il faut le cacher derrière des toilettes. Et il a dit que c'est ce qu'il pensait, que c'était peut-être ça. Pour moi, quand j'entends parler d'autant d'argent liquide, je pense on parle de beaucoup de ces méga-églises qui sont toujours en Californie ou en Arizona, et je ne dis pas ça à propos de Joel Osteen. Je parle des implications plus larges du fait de trouver de l'argent liquide n'importe où. Je pense au cartel, non? C'est là où va mon esprit. Je me dis que de l'argent de cartel circule quelque part, la frontière, et ça pourrait finir dans un placard quelque part. Encore une fois, je ne fais pas de lien avec Joel Osteen, mais je trouve quand même bizarre que cet argent ait été trouvé là. Et son excuse n'a aucun sens. Je dirais cela. Pour revenir à notre chronologie, où en étais-je tout à l'heure? C'est là que les choses commencent à se corser un peu pour Charlie Kirk. D'accord. Voilà donc Sean Feucht, c'est en juin 2025. La situation financière semble louche d'après plusieurs personnes et organisations qui ont travaillé avec lui. Marc a pris note. Non, c'est inexact, Marc. J'ai vérifié cela 3 fois. Vous pensez à « oh, vous dites que… oh, pardon ». Oui, c'est ce que nous étions. C'est là où nous en étions, justement. Oh, d'accord. Je vais relancer ça. D'accord. Marc affirme que la section Lincoln a été ouverte. J'avais indiqué la mauvaise date. Cela devait se passer en mai 2025. D'accord. Nous y reviendrons. Laissez-moi traverser ça, d'accord. Alors, nous avons Tucker. Carlson prend ensuite la parole le 11 juillet 2025. C'est vraiment très important, d'accord? C'est très important. Tucker Carlson monte sur scène à Turning Point USA et il y a une panique chez les donateurs, une panique totale. Il fait un discours. Il interpelle Jeffrey Epstein, n'est-ce pas? Il dénonce Jeffrey Epstein. Dave Smith prend la parole. Il parle d'Israël comme étant un problème. Il reçoit des acclamations de la foule, n'est-ce pas? Ce public se dit, ouais, pourquoi sommes-nous liés à cette nation du Moyen-Orient qui, en plus, est en train de commettre un génocide? Mais il dit aussi des choses comme, vous savez, les personnes qui servent dans des armées étrangères devraient probablement se voir retirer leur citoyenneté, quelque chose dans ce genre. Et il s'interroge aussi sur l'origine de la richesse de Bill Ackman. Et oui, c'est juste un discours, d'ailleurs, Charlie. C'est lui qui lui a dit en coulisses, vas-y fort contre Israël, n'est-ce pas? Il est fini. Charlie est fini. C'est juste comme ça. C'est la réalité, c'est pour ça que je devenais fou. Des gens essayaient de mentir à ce sujet. Je me disais, ce mensonge ne tiendra pas. Et il dit à Tucker Carlson d'y aller à fond. Maintenant, je sais pertinemment que lorsque Tucker est descendu de scène, une donatrice, une femme que je n'ai pas encore nommée, s'est immédiatement mise à crier sur Charlie. Charlie s'est alors pris toute la pression des donateurs.
Tu n'as pas le droit d'être anti-Israël. Ça me semble être le bon moment pour le mentionner. La dernière fois que j'ai pris la parole à la conférence de Turning Point USA en 2024, j'ai eu cette conversation de couloir un peu au hasard avec Tyler Boyer. Tyler Boyer est le roi de Shady chez Turning Point USA. Comme je l'ai dit, c'est lui qui a embauché tous ceux qui gravitent autour de Charlie. Vous vous trompez lourdement si vous pensez que Turning Point USA est une organisation chrétienne. C'est une religion mormone, d'accord? Et Tyler Boyer. Il m'a dit en coulisses qu'il se passait quelque chose avec genre Charlie Kirk et Nick Fuentes. Je ne me souviens plus. Nous sommes à nouveau en 2024. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne fais pas simplement débattre Charlie avec Nick? Pour moi, la chose la plus logique, c'est juste d'organiser le débat, non? Ce n'est pas grand-chose. C'est comme ça. Je crois que Nick était peut-être venu à la conférence avec quelques personnes, car il faisait ça un moment. Et j'étais là, pourquoi tu ne les débats pas tout simplement? Genre, je ne sais pas. Moi, je suis pour la conversation. Et Tyler m'a dit, Turning Point, tu verras, USA ne sera jamais, enfin, on sera toujours pro-Israël. Genre, on ne sera jamais autre chose que pro-Israël. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais avec le recul, c'est un peu bizarre à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne sera jamais anti-Israël? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce sera toujours pro-Israël? C'est ce que nous sommes, pro-Israël. Que veux-tu dire par là? Tu es supposé être une organisation dédiée à la liberté d'expression? Et ce qui va avec la liberté d'expression, c'est la capacité de penser librement, la capacité de traiter l'information qui t'est communiquée et de penser librement. Tu te soucies des marchés libres, ce qui, à mon avis, dépend en fait de la liberté d'expression pour exister. Je ne pense même pas que les marchés soient libres en ce moment. Donc, j'essaie juste de comprendre ce concept, que Turning Point ne sera en fait jamais autre chose que pro-Israël en y repensant. Et donc, si on avance d'un an, Sir Carlson est sur scène et son homme de hype, son chauffeur de salle, c'est Charlie Kirk. Et il lui dit « frappe-les fort ». Et il y va et il les frappe plus fort que jamais. Et soudain, il y a une explosion, non? Et ils sont vraiment en colère. Ils sont très en colère. Josh Hammer est en colère. Seth Dillon est en colère. Jamais il ne dirait la vérité. Ces gens allaient mentir. Il n'a jamais scié. Nous étions ses plus grands soutiens. Bob Shulman est en colère. Et en gros, ils disent « Charlie, ça ne doit plus jamais arriver. Et vous devez être pro-Israël. » C'est un peu l'ambiance qu'ils dégagent. D'accord. Cela se produira le 11 juillet. Et maintenant, notre avion revient d'Égypte. Seulement 9. Quelques jours plus tard, il traverse Omaha dans le Nebraska à 11h37. Il part et se dirige vers Lincoln dans le Nebraska où il restera 6 jours. J'aimerais beaucoup le savoir. Et encore une fois, toute personne ayant la possibilité de récupérer les fichiers, peut-être travaillez-vous simplement à l'aéroport. J'aimerais vraiment savoir qui était à bord de cet avion. Je pense que cette date du 20 juillet est très importante. Très important. D'accord. Je pense à la conférence post-Tepusa. Les dates sont cruciales pour comprendre ce qui s'est passé ici. D'accord. Ensuite, Charlie s'adresse à New York. Et après cela, il se rend à New York et dans les Hamptons. Et lui, Charlie Kirk, a lui-même décrit cela comme une intervention. Seth Dillon ment effrontément. D'accord. Des personnes présentes ont dit que Seth Dillon était turbulent et poussait Charlie ainsi que ses opinions sur Israël. Charlie lui-même a décrit cela comme une intervention organisée à cause de ses points de vue sur Israël. D'accord. Et peut-être qu'il voulait voir s'il pouvait les corriger. Vous savez comment chaque épisode d'intervention se termine. Il vous demande si vous voulez aller en cure de désintoxication parce qu'il vous aime. D'accord. Il lise les lettres. Charlie, je me souviens de toi. Tu étais tellement courageux. Tu étais tellement courageux et tu aimais Israël et tu comprenais que ton rôle était d'être un bon petit goy et de faire ce qu'on te dit. Tu me manques. Veux-tu aller en cure de désintoxication? Mais cet appel téléphonique ne venait pas de maman ou papa. Cet appel venait de bébé, Net et Yahoo. Et c'est en fait plutôt terrifiant. Bibi Netanyahu fait semblant d'être ton ami. Et viens en Israël. Comment savons-nous que cela s'est produit? Parce que Bibi nous l'a dit lui-même, donc ce n'est pas contesté, n'est-ce pas? Bibi s'est précipité, il a foncé pour établir Charlie Kirk comme le goy numéro 1 d'Israël. Et il en a probablement trop dit. Il a dit qu'il l'avait appelé il y a 2 semaines et qu'il l'avait invité en Israël. Et la partie qu'il a omise, c'est que Charlie a refusé. Donc, quand il a reçu l'appel pour aller en cure de désintoxication au sens figuré, Charlie a dit « Non, ça va en fait ». Bibi a proposé de financer Turning Point pour passer au niveau supérieur, d'accord? Andrew Colvett devrait pouvoir le confirmer, oui ou non. Ne tourne pas autour du pot. Je n'aime pas qu'on tourne autour du pot. Lui et Alex ont fait « Ah, ceci, cela, blabla ». C'est oui, d'accord? Passer au niveau supérieur,
Mais avec quel argent, en fait? C'est pertinent et il est vrai que Charlie ne savait pas d'où venait l'argent. C'est pour ça qu'il a créé Doge, d'accord? Il ne savait pas d'où venait l'argent ni où il allait. Cela me donne l'impression qu'une opération de blanchiment d'argent très sophistiquée aurait pu se dérouler sous son nez. Maintenant, je ne suis pas expert comptable judiciaire. Je dis cela pour que ceux d'entre vous qui le sont puissent faire ce que vous savez faire et éclaircir la situation pour Charlie. Établissez le Doge d'Internet. D'accord. D'où venait l'argent et où allait-il? Et puis, mon point de bascule. Des initiés me disent que l'argent avait effectivement l'air louche. D'accord, c'était juste beaucoup d'argent qui entrait très vite et ressortait tout aussi rapidement. Et je peux vous dire à quoi cela ressemble. Nous n'avons aucun fait à ce sujet. Nous n'avons qu'une idée de l'état émotionnel de Charlie à ce moment-là. Il dit « Non, chérie, je ne sais peut-être pas d'où vient cet argent. Je vais bien, je n'irai pas en cure de désintoxication en Israël et je ne vais pas prendre ton argent. » Charlie dit « Non. » D'accord. Et que se passe-t-il ensuite après la retraite dans les Hamptons? C'est que et je pense que c'est un BTT. Je n'ai pas noté ça le 17 août, j'ai raté ça. Le BTT arrive. C'est le BTT. Il reste 6 jours. Oui, parce que je suis retournée au Caire. Le BTT, c'est notre avion jaune, arrive dans le Nebraska. Et encore une fois, il fait ce trajet vers Lincoln immédiatement. Et encore une fois, je pense que ces déplacements sont très importants. D'accord. Les insiders de Turning Point USA, je sais que certains d'entre vous deviennent de plus en plus courageux. Que se passait-il dans le Nebraska? Que se passe-t-il au chapitre de Lincoln? Comment le chapitre de Lincoln s'est-il formé? Je crois que tu faisais remarquer que cela devait avoir lieu en 2025. Le chapitre de Lincoln s'est formé. C'est ce que tu disais, Marc? D'accord. Je vais donc modifier cela dans notre chronologie mise à jour afin que vous puissiez, en regardant ceci, l'actualiser dans votre propre chronologie. Que se passe-t-il à Lincoln, dans le Nebraska? J'ai l'impression qu'il se passe ici quelque chose de très important. Ensuite, nous avons bien sûr la dernière fois où cet avion arrive et avant l'assassinat de Charlie, il arrive le 4 septembre. Il se dirige vers Minot, dans le Dakota du Nord, puis il va directement à Provo. Et il atterrit à Provo le 4 septembre à 12h46. Et il était plein, c'était un avion complet. D'accord, c'est ce que nous pouvons dire. C'était un avion complet, selon une personne à l'étranger qui avait une connaissance intime de la situation. Et je pense que l'information est fiable. Et ce n'était pas un avion complet lorsqu'il est parti le matin où Charlie a été assassiné. Donc, en partant de là, qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il ici? Nous savons donc que 3 jours plus tard, on remet ça sur le tapis. Le 13 septembre, notre avion bleu qu'il suit va traverser le Canada comme d'habitude. Ça va partir, Provo? Le train passera par le Canada, puis par Paris, avant de rentrer au Caire 3 jours après l'assassinat de Charlie Kirk. Cet avion transportait-il peut-être le reste des personnes restées sur place? Que se passe-t-il? Sûr. Je voudrais vous parler d'une dernière chose, à toi et à Skylar, mais en fait, je ne vous l'ai pas dit. Je veux m'assurer que vous me fournissiez exactement ce que je souhaite. D'accord. Sous mes notes, Charlie, car il s'agit de choses sur lesquelles nous travaillons. Je veux dire, Charlie, bon sang. Les notes viennent de moi, Skylar, dit-il. 2 avions en provenance d'Arizona ont atterri à Provo. Parce que nous avons commencé à suivre ces avions, parce que je pense que les avions vont nous raconter une histoire. Si tu pouvais juste copier ça et le mettre à partir de là jusqu'à la section 9 à 11, oui, ce serait super. Comme ça, ils pourront le voir. Nous avons alors commencé à regarder les avions ce jour-là, et quelque chose nous a frappé, en fait, Charlie. Charlie, bon sang, Skylar, si tu pouvais simplement supprimer le nom de l'agent, c'est la seule chose que je supprimerais parce que ce n'est pas pertinent pour eux. Je veux dire, c'est évidemment une information publique, mais je ne veux pas que cette personne soit submergée. Bref, donc, il y avait 2 avions que nous avons pu repérer qui, juste après que Charlie se soit fait tirer dessus, ont décollé en urgence. Et depuis Scottsdale, en Arizona, on essayait de comprendre, d'accord, qui est arrivé. Et quelque chose qui nous a interpellés, quelque chose que nous trouvons intéressant, c'est que l'avion avec le numéro de queue 940 JD, n'est-ce pas, a eu un jour où il est parti de Scottsdale le matin. Et je crois que c'était. Si tu veux afficher sa marque à 7 heures du matin, ils sont partis.
Si tu veux le montrer, c'est N40JD. Je crois qu'il part à 7 heures du matin. Oh non, c'est l'autre numéro de queue. Je plaisante, c'est l'avion G5. D'accord, change ça. C'est pour ça qu'il doit s'en occuper. Numéro de queue N102DZ. On l'aura à l'écran dans une seconde. N102DZ nous intéresse parce qu'à 7h12 du matin, le matin à Scottsdale, donc c'est l'heure locale à Scottsdale, il vole de Scottsdale à Salt Lake City. Donc tout de suite, je me suis dit, oh, ça pourrait être l'avion de Charlie, mais ensuite, je me suis demandé pourquoi Charlie irait-il à Salt Lake City? Non, il aurait évidemment atterri à Provo parce que Salt Lake City est à environ 100 km. On ne prend pas un vol privé pour ensuite faire 100 km en voiture, sauf s'il y a une raison, comme si l'aéroport était fermé. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Peut-être que si. Vous pouvez me le dire si vous savez, mais cet avion était à Scottsdale, puis il a décollé de Scottsdale et a atterri à Salt Lake City à 9h23 du matin, heure locale. Et puis Charlie se fait tirer dessus à 12h23 et cet avion décolle en urgence. Il quitte Salt Lake City et se dirige vers Scottsdale à 1h de l'après-midi. Donc, c'est assez rapide, mais partir de Salt Lake City n'a pas de sens pour moi. Donc, je me dis que quelqu'un était à bord, mais pourquoi sont-ils allés à Salt Lake City? C'est ce que j'essaie de comprendre. D'accord. Et donc, ce jet G5 revient ensuite à Scottsdale à 13h, heure locale, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont gagner du temps en revenant en arrière. Et ensuite, ils ne restent au sol que 15 minutes. Ils font demi-tour et repartent directement à Scottsdale. Il est possible que cet avion soit venu chercher Erika. Il est possible que cet avion soit venu chercher quelqu'un. Il y avait beaucoup de gens qui arrivaient. Je ne sais pas comment s'appelle la femme de Mikey McCoy, mais je crois qu'elle a dit qu'elle était là. Mickey McCoy était présent. Je ne sais pas qui était à bord de cet avion, mais je m'interroge sur le premier voyage, pas même sur le second. Il est logique que vous alliez chercher des gens. Nous savons que des gens faisaient dans la course là-bas. Tout le monde a raconté cette histoire 1000 fois. Mais pourquoi cet avion était à Salt Lake City au départ? C'est ce qui m'intéresse, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Nous allons faire une courte pause, puis nous reviendrons tout de suite. Il y a un autre aspect de tout cela qui me semble intéressant et qui m'est venu à l'esprit. Et encore une fois, c'est une opinion. J'ai essayé. Je ne l'ai pas abordé parce que c'est une opinion, mais beaucoup de gens ressentaient cela à Turning Point USA. Et quand je dis beaucoup de gens, je parle des formidables personnes qui travaillent pour l'organisation, mais qui ne sont pas à la direction. C'est ça. Et ils avaient le sentiment que Mickey McCoy était en quelque sorte préparé à prendre la relève de Charlie Kirk. Et je n'en ai plus jamais parlé parce que, vous savez, les ressentis ne sont pas des faits. Mais étant donné l'image que nous avons maintenant de son père et de ce dans quoi il est impliqué, et le fait que Charlie s'écartait un peu de ce que je pense être une trajectoire prédéterminée pour Turning Point USA, j'ai beaucoup de questions. Aussi, une autre personne qui nous a écrit m'a raconté l'histoire de l'implication de Tyler Boyer dans, disons, la politique du comté de Maricopa en général. Qu'a-t-il fait auparavant en Arizona? Et oui, c'est exactement le genre d'histoire pour lesquelles il a dit avoir été approché à plusieurs reprises au sujet de détournement de fonds. Vous savez, pas Charlie, Tyler couchait avec de jeunes stagiaires masculins ou de jeunes employés masculins, et ça lui était complètement égal. Il a dit « Je vais le déclarer officiellement parce que tout cela s'est réellement produit. » J'avais la preuve que tout cela s'était produit. Et tout le monde connaît Tyler Boyer de Turning Point USA. C'est absurde. Mais c'est cette personne qui place des gens à des postes de pouvoir chez Turning Point USA. Il est tout simplement impliqué. Et ce qui était aussi intéressant, c'est le nombre de personnes qui parlent russe. Je te disais, comme à UVU, il y a beaucoup de Russes et de gens qui étudient les études soviétiques. Même le président de l'UVU a fait des études en études soviétiques. Tyler Boyer a étudié les études soviétiques. Il parle couramment le russe. Il y a passé des années. Et je vais supposer, quand je dis qu'ils parlent russe, qu'ils sont probablement plus liés à l'Ukraine, comme si la boucle était bouclée à ce sujet. Parce que très souvent, les gens supposent à tort que ceux qui parlent russe sont russes. Et en fait, vous, les Ukrainiens, jusqu'à ce qu'ils en fassent une loi, ils ont dû arrêter de parler russe assez récemment. On était russophone, non? Parce que c'est la Russie et que c'est chez eux. Donc c'est intéressant de considérer qu'il y a beaucoup de gens, je crois même que la femme de Mickey McCoy pourrait être ukrainienne. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi, ou qui pourrait l'être. Ça ne l'est peut-être pas, mais pour moi, du point de vue de Tyler Boyer, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant.
Il a été impliqué dans des orphelinats en Ukraine. Il a publié il y a des années, je parle d'il y a 10 ans, sur le fait d'aider des orphelins russophones ou peu importe quoi. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. L'ambiance ne me semble pas bonne. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi Turning Point, tu vois? Qu'est-ce que leur campus faisait? Pourquoi des gens à Turning Point disent-ils qu'ils ne savent pas d'où vient l'argent? Pourquoi personne ne semble-t-il le pleurer comme il faut? Pourquoi ai-je l'impression qu'il s'agit d'une prise de contrôle hostile d'une entreprise? C'est ce que je ressens personnellement. D'accord? C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est une prise de contrôle hostile. L'entreprise est devenue plus grande que Charlie parce qu'il était trop ambitieux et faisait confiance aux gens. Et il faisait confiance au fait que les gens étaient là pour les bonnes raisons. Et ce que j'ai appris en politique, c'est que les gens s'y engagent rarement pour les bonnes raisons. Franchement, quand on se lance en politique, on pense qu'on va rencontrer des gens bien. Tu es complètement fou. Vous êtes fou. En fait, si vous avez beaucoup d'amis en politique, je sais probablement déjà que je ne peux pas vous faire confiance, car je sais ce qu'il faut pour se faire des amis en politique. Les amis de Charlie Kirk. Regardez ce qu'ils font. Kash Patel. Charlie l'a invité dans son émission. Kash Patel devrait être le directeur du FBI. Il s'est battu pour cela. Regardez comment se comporte Kash Patel, n'est-ce pas? 33 heures. Clin d'œil, clin d'œil. Franc-maçon. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Ah, le dossier de Tyler Robinson totalise 33 points. Oh, la loge maçonnique de St. George ou dans l'Utah est le numéro 30. C'est comme si on avait compris. D'accord? C'est un assassinat à un très haut niveau et il communique effectivement par la numérologie. Et si cela te semble trop compliqué, c'est probablement parce que tu ne fais pas partie de mon club de lecture. Mais pour moi, c'est vraiment la chose la plus sinistre et écœurante que ces gens puissent poser la tête sur l'oreiller la nuit et ils allaient simplement continuer. D'accord? J'ai l'impression que beaucoup de choses s'additionnent et que plus de gens devraient se pencher sur Turning Point Faith. Ils doivent se renseigner sur le NAR. Encore une fois, je suivrai Village Crazy Lady sur X. Elle est fantastique en recherche et elle les tient en haleine grâce à ses investigations. Et c'est le domaine qu'elle souhaite explorer. Je ne peux pas courir après tous les lièvres. Et je pense que ce que nous comprenons, c'est un appareil qui ne concernait rien d'autre que la foi. D'accord? Je pense en fait que maintenant, quand je regarde la situation et que j'en apprends plus sur Rob McCoy, et en sachant qu'il était le co-président en 2024, peut-être en 2023, de Turning Point USA, ils croient, et c'est pour cela que la question du sionisme chrétien devient si importante, qu'ils peuvent détourner nos émotions et nous dire que c'est notre devoir biblique de soutenir l'État d'Israël. Parce que je pense que l'État d'Israël est probablement impliqué dans ce qui se passe à la frontière, dans ce qui se passe à l'étranger. Il est définitivement impliqué dans toutes ces guerres. Je veux dire, partout où tu regardes, Israël apparaît. Peu importe, que tu parles du Congo, ils diront « Regardez comment les chrétiens se font massacrer au Congo. » Oups, Dan Gartler, l'histoire des diamants. Comment se fait-il qu'ils soient numéro 1 dans le commerce du diamant? Ils ne vivent pas dans un endroit où poussent des diamants. Alors, je veux dire, de quoi parle-t-on vraiment? De quoi parle-t-on avec cette nation? De quoi parle-t-on? Charlie était un sioniste chrétien parce qu'il croyait que c'était vrai. Et je crois en fait que c'est une perversion des Écritures. Et je vous en supplie tous. Vous qui allez dans ces méga-églises, vous qui êtes évangéliques, qui suivez ces influenceurs évangéliques, vous remarquez probablement en ce moment qu'ils gardent le silence. Sur le sujet de Charlie Kirk, ils veulent passer à autre chose. Ils veulent te faire savoir que ce n'est qu'un tireur trans. Pas un seul d'entre eux ne se lève pour dire non, 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 non. Je ressens spirituellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ressentons tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement. Et pourtant, ces gens essaient de vous dire qu'il n'y a rien à voir ici. Cela doit être votre signal d'alarme. S'il doit y avoir un tournant, ce ne sera pas celui auquel ils s'attendaient. D'accord, je le ressens. Il y aura un tournant, mais ce ne sera pas celui sur lequel ils comptent. Où un tas de chrétiens se voient servir de la bouillie et on leur dit que c'est leur devoir divin de soutenir la nation d'Israël, tout en détournant le regard du fait qu'ils agissent de façon vraiment étrange dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Charlie, en faisant beaucoup trop. L'homme fait des acrobaties pour vous dire qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Il vous demande de mettre de côté votre instinct profond, votre instinct divin. Vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que vous regardez cette émission. Vous remarquez que les gens autour de Charlie n'agissent pas comme ils devraient, que leur émotion ne correspond pas à la gravité de la violence à laquelle nous avons tous assisté. Au lieu de ça, ils se retournent contre moi. Ils font des vidéos sur moi parce que j'enquête.
Il vous ment sur l'endroit où Charlie en était dans son parcours de foi. C'est motus et bouche cousue. La question catholique doit rester secrète. Motus et bouche cousue. Pourquoi? Tout commence à s'additionner, non? Ils attaquent Tucker Carlson parce qu'il s'en prend au sionisme chrétien. Ils sont en colère contre Charlie parce qu'il semble qu'il pourrait sortir de la réserve du sionisme chrétien, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, d'accord? C'est une plantation. Et ce qu'ils exploitent, c'est votre émotion. Ce qu'ils exploitent, c'est votre foi en Dieu. Et je n'ai aucun doute là-dessus. C'est corrompu, mais c'est aussi dangereux. C'est dangereusement corrompu. Et je pense que Charlie a appris cette leçon à la dure. Je suis reconnaissant envers tous ceux d'entre vous qui m'envoient des emails. Vous vous inquiétez pour ma sécurité? S'il vous plaît, arrêtez d'en envoyer. D'accord, je comprends ce que je fais. J'ai relu mes messages encore et encore avec Charlie, certains que je n'ai même pas révélés. Et pour moi, cela ressemble à une mission christique. Réveiller le monde et leur faire prendre conscience du serpent qui s'est enroulé autour de toutes les nations. Et il le fait au nom de Dieu, au nom de Dieu. Les sionistes chrétiens vous disent de soutenir une nation, d'accord, qui a massacré des enfants en masse. Vous pouvez regarder les vidéos. Ils vous disent de faire cela parce que c'est votre devoir biblique. Quand allez-vous vous réveiller? Charlie Kirk, il a été le numéro 1 des sionistes pendant très longtemps. Sioniste chrétien pendant très longtemps. Regardez comment ils le traitent maintenant qu'il est mort. Ils salissent son nom par des mensonges. Vous devez vous réveiller, d'accord? C'est ma mission de partager ces informations avec vous, de vous faire ouvrir les yeux parce que je pense que Charlie avait raison. Je pense qu'il y avait quelque chose entre lui et moi. D'accord. C'était, je ne sais pas, comme si c'était censé arriver, vous voyez, pas dans le sens où certains d'entre vous l'interprètent. Ce gamin, il était littéralement comme mon petit frère. Mais je veux dire, il y avait un appel plus grand derrière son assassinat et il savait que ça allait arriver. Il savait qu'il allait mourir. Il savait, il l'a dit depuis le moment où il a lancé Turning Point USA, que sa vie serait courte et il savait que ce serait moi qui me battrais pour lui. Il savait que ce serait moi qui me battrais pour lui. Il savait que je serais son David. Et c'est cette relation que nous avons décrite hier, celle de David et Jonathan. C'était mon ami. D'accord. Je l'ai vu travailler, mais plus que tout, j'ai ri avec lui. C'était mon ami. Et spirituellement, tu n'es pas censé regarder ton ami se prendre une balle dans la gorge. Et après que cela arrive, tu as deux choses que tu peux faire. D'accord. Tu peux fuir. Tu peux fuir et dire « je ne veux pas finir comme lui » ou tu peux te battre comme un diable pour découvrir qui lui a fait ça. Et j'ai choisi la deuxième option. Très bien. Je vais prendre quelques-unes de vos questions après cette courte pause. Très rapidement, les gars, parce que je dois filer à une réservation pour dîner. Quelqu'un a fait un commentaire et merci pour ça. Charlie a effectivement pris l'avion pour Salt Lake City, donc c'était bien son avion. Donc ça a du sens. Ils auraient eu des informations. Je me demandais pourquoi il était à Salt Lake City, mais apparemment, il avait un entretien avec le Restaurantology Summit. Vous pouvez donc ignorer ce détail. Commentaire de Star disant « Je vais m'assurer d'envoyer une super photo aujourd'hui, puisque les sionistes veulent vous traiter de vermine parce que vous avez tant de partisans de la vérité. Nous t'aimons, Candace. Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille et votre équipe. Merci. Jill écrit « Je suis déçu par mon pasteur Jack Hibbs. Il était si proche de Charlie, et pourtant, à mon avis, il n'en a pas dit assez. » Eh bien, Joe continue. La loyauté des sionistes chrétiens envers les Juifs et Israël semble avoir remplacé la loyauté envers Dieu, l'Église et la vérité. Oui, écoutez, c'est un autre grand pasteur. Je peux parler de Jack Hibbs. C'était quelqu'un d'autre que PragerU essayait aussi de me présenter. Il voulait que je l'interviewe. Il se peut même que je l'ai interviewé. Je ne me souviens plus, mais il disait sans cesse « Pasteur Jack Hibbs, Pasteur Jack Hibbs ». Et maintenant, je regarde ça et je me dis que ça fait partie d'une opération. C'est probablement une partie d'une opération. Toutes ces personnes qu'il voulait que je mette en avant, Lila Rose, Jack Hibbs, Tim Ballard. Je repense à tout ça et je réfléchis. Je me rends compte que, comme je l'ai dit, j'avais des personnes qui me guidaient et me dirigeaient pour faire certaines choses. Je n'ai jamais vraiment remis en question ce qu'elles me demandaient jusqu'à aujourd'hui. Donc, Jack Hibbs faisait aussi partie, par exemple, d'un événement Turning Point USA Faith. Et je regarde de travers Turning Point USA Faith, surtout parce qu'ils ne semblent même pas se soucier des accusations portées contre Sean Feucht. Et que font-ils? Cela n'a pas d'importance. Nous allons tout simplement continuer à travailler avec lui. Rob McCoy. Alpaga, écrit René. Que Dieu te bénisse, Candice. Tu es un guerrier fait pour un temps comme celui-ci. Merci pour toutes ces heures de recherche pour découvrir la vérité. Je prie. Jérémie 29:11 sur toi et ta famille. Merci. Voiceless écrit. J'aimerais voir comment les tendances Google correspondent à ces vols au nom des personnes décédées dans ces fusillades, aux tireurs, etc.
Eh bien, il se trouve que l'un de ces avions, j'ai oublié de le mentionner, et c'est le deuxième, l'avion bleu, je crois qu'il a été recherché sur Google par Israël. Le numéro d'immatriculation de cet avion a été recherché sur Google par Israël le 8 septembre, 2 jours avant l'assassinat. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Tim Morgan écrit « Candace regarde Sean Foy et les allégations de mauvaise gestion financière du ministère en ligne. Et lui et le pasteur McCoy prévoient une tournée du christianisme courageux pour honorer Charlie. Je supplie vraiment les vrais chrétiens de ce monde de se renseigner sur ces hommes, de regarder cet épisode encore et encore, de réfléchir à ce que je vous dis, qu'il y a clairement eu une infiltration et que les sionistes chrétiens en sont à la tête. Et je comprends que je suis maintenant en guerre contre eux tous. C'est très bien. D'accord. J'ai compris que j'étais en guerre au moment où Charlie a pris la balle. D'accord, je comprends. Je comprends. Que pourrait-il se passer ensuite? Ça doit être la guerre, non? C'est soit la soumission totale, soit la guerre. Je ne vais pas me soumettre à ces démons. Désolé si j'ai raté votre commentaire. L'interview avec Norman Finkelstein a été repoussée car c'était important de diffuser ça. On a besoin de partager l'information. Cette interview sera diffusée à 19h, heure de l'Est. Donc, dans environ 30 minutes, si vous restez, c'est une interview incroyable et elle tombe à point nommé, vu ce que je vous dis sur le sionisme chrétien. Il faut que vous vous réveilliez. Prenez conscience de ce qui s'est passé à Gaza et de ce qui s'y passe réellement. Et il se peut que les écailles tombent de vos yeux aussi vite qu'elles sont tombées des miens. Sur le sujet d'Israël, il n'y avait aucune justification. Il ne peut absolument pas y avoir de justification divine pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont toujours fait à Gaza. Ce n'est pas nouveau. Ça n'a pas commencé le 7 octobre. D'accord. Cela dure depuis qu'ils ont volé leurs terres sous la menace des armes. C'est un véritable holocauste depuis 1948. Selon la définition légale d'un holocauste que Norman Finkelstein expliquera mieux que moi. Et une fois que vous aurez identifié les personnes qui défendent cela au-delà de ça, vous commencerez à les considérer comme possédés par une sorte de démon. Et généralement, ce démon, c'est tout simplement l'argent, d'accord? Ils veulent juste l'argent. Et la Bible est explicite à ce sujet, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir les deux. Et comme je l'ai dit, Dieu est élu, mais les gens ne cautionnent pas cela. En réalité, seuls les élus de Satan en étaient capables. Bref, on se voit bientôt. Le lundi,